Bonjour. Alors dans ce gros chapitre sur une première approche des ondes, donc cette première année après le bac, il nous reste à étudier les phénomènes qui sont caractéristiques des ondes, donc typiquement des phénomènes qui permettent de bien faire la différence entre une onde et un corpuscule. Donc il y en a plusieurs. On va commencer aujourd'hui avec le phénomène d'interférence. Donc c'est le fait que lorsque plusieurs ondes se rencontrent en un point ou en plusieurs points, l'intensité de cette rencontre, donc la somme de ces ondes, peut être très différente de l'intensité de chaque onde. Donc on va préciser ça et on va mathématiser tout ça. Alors, donc si on veut résumer avec une formule un petit peu polémique ce qu'est le phénomène d'interférence, en utilisant la lumière, on peut dire que il va y avoir des interférences si, à un moment donné, quand on ajoute de la lumière et de la lumière en un endroit, en cet endroit, à ce moment-là, on obtient du noir. Donc ça, c'était vraiment pour éveiller la curiosité, donc au 19e siècle, quand on a commencé à étudier les interférences de la lumière. Donc ça paraît vraiment très très bizarre qu'on mette de l'énergie en un point et que finalement, ça résulte en zéro énergie, du noir. Bon, donc ça, on peut généraliser à tous les types d'ondes. Donc nous, on va surtout s'intéresser à des ondes plutôt sonores, parce qu'en fait, avec la lumière, on verra en deuxième année que les interférences sont assez compliquées à mettre en place. Donc il y a une spécificité qu'a la lumière et que n'a pas le son. Donc nous, on va plutôt s'intéresser au son cette année. De manière générale, si on doit donner une équation qui résume la notion d'interférence, c'est le fait que lorsqu'il y a plusieurs sources allumées, donc par exemple plusieurs sources sonores allumées en même temps, il existe un certain nombre de points, un grand nombre de points peut-être, en lesquels l'intensité mesurée lorsque toutes les sources sont allumées en même temps est différente de la somme des intensités qu'on mesurerait si on allumait séparément chacune des sources. Donc par exemple, si j'allume deux haut-parleurs, en un point, l'intensité mesurée, ce n'est pas la somme des intensités lorsque uniquement un des deux haut-parleurs est allumé. Donc il faut bien avoir ça en tête. On ne dit pas que partout l'intensité totale est différente de la somme des intensités individuelles. On dit qu'il existe des lieux où il y a cette inégalité, cette non-égalité. Alors, du coup, comment c'est possible ça ? Donc revenons à nos ondes, à l'étude qu'on a déjà faite. Donc on a ici différentes sources d'ondes sinusoïdales. Et on ne prend en compte que les situations où les sources sont suffisamment loin pour pouvoir considérer que les ondes sont planes. Donc on ne va prendre que, cette année, des sources qui sont dans la même direction. Du coup, toutes les ondes vont pouvoir mathématiquement s'écrire sous la forme A cosinus oméga t moins kz plus phi. Donc commençons par étudier ce qui va se passer lorsqu'il existe deux sources allumées en même temps, donc deux sources d'ondes sinusoïdales de même fréquence. Pourquoi de même fréquence ? Parce qu'on a vu en expérience, et vous pourrez voir dans une autre vidéo, que si elles n'ont pas la même fréquence, alors il va y avoir le phénomène de battement. Mais on va mettre de côté ce phénomène et on va étudier uniquement des ondes de même fréquence. Un nombre n, pas forcément que 2 plus tard, mais en tout cas de même fréquence. Donc les deux ondes vont se superposer, vont se rencontrer et donc se superposer, c'est quelque chose qu'on admet. En fait, on verra l'année prochaine avec la lumière que effectivement les ondes permettent cette superposition. Pas les ondes, les équations permettent cette superposition. On dit que ce sont des équations de propagation qui sont linéaires. On verra ça. Voilà, donc du coup, si les deux sources sont allumées en même temps, le signal total qu'on va capter en un point M0, je vais l'obtenir en faisant la somme des signaux de chacune des ondes en ce point M0. Donc ici, le signal 1 en Z0 à chaque instant t, plus le signal 2 en Z0 à chaque instant t. Donc si je développe ces deux signaux individuels, le premier, ça va s'écrire 1 cos oméga t moins k Z0, c'est pas n'importe quel Z, c'est un Z0 plus phi 1.
plus A2 cos oméga t moins KZ0 plus phi2. Donc, puisque Z0 est une constante, on fait la mesure en un point M0, et bien ce terme-là, moins KZ0, c'est une constante. Donc, je peux mettre tout ça ensemble, appeler ce gros terme constant psi1, appeler ce gros terme constant psi2, et j'obtiens donc un signal total au point M0 qui s'écrit comme étant la somme de deux sinusoïdes temporelles d'amplitude a priori différente et de phase à l'origine a priori différentes. Donc ça veut dire qu'on va avoir des sinusoïdes plus ou moins grandes et potentiellement décalées l'une par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, cette somme de ces deux sinusoïdes? Eh bien, on peut commencer à regarder l'effet avec un logiciel du type GeoGebra, par exemple. Donc ici, on a tracé deux courbes sinusoïdales de même fréquence, avec l'une des deux qui a une amplitude de 1, donc la première, et une phase à l'origine nulle, et puis la deuxième qui a une amplitude que je peux choisir ici, et une phase à l'origine que je peux choisir ici. Donc si je change l'amplitude, logiquement, voilà, la taille change, hein, et si je change la phase à l'origine, eh bien, la courbe se décale. Donc c'est logique, hein, puisqu'on a vu que la phase à l'origine, c'était justement cette espèce de décalage par rapport à un cosinus pur. Donc la verte reste un cosinus pur parce que sa phase à l'origine reste 0. Par contre, la bleue, ici, alors je ne sais pas si c'est bien la couleur que vous voyez, mais en tout cas, voilà, la grande ici, se décale lorsque on change la phase à l'origine. Et donc maintenant, traçons la somme des deux et voyons ce que ça donne. Donc c'est assez simple, il suffit de faire l'une plus l'autre sur le logiciel. Et donc on obtient la courbe rouge, noire, je ne vois pas trop. Donc ici, c'est une courbe qui est plus petite que la courbe bleue et plus grande que la courbe verte. Mais on voit tout de suite que si on change le déphasage, donc si je change la phase de l'une, donc le déphasage, eh bien la courbe résultante est très différente. Donc il y a deux choses qui varient pour la courbe résultante. Il y a son amplitude et son décalage. Alors par contre, une chose que je n'ai pas encore dite, c'est qu'on voit que quels que soient les paramètres que je prends pour les deux signaux individuels, eh bien on voit que le signal total est également une sinusoïde de même fréquence. Par contre, ce qui va changer, c'est son amplitude et sa phase à l'origine. Donc on voit que pour deux amplitudes données, eh bien, il existe certaines phases à l'origine, donc certains déphasages, qui permettent d'obtenir un signal total maximum, d'amplitude maximale, comme ici, ou à nouveau ici, et qu'il existe d'autres déphasages pour lesquels eh bien, le signal total a une amplitude minimale, comme ici. Alors, par contre, on voit que ces différences d'amplitude et de phase à l'origine du signal total, elles ne changent que lorsque je change de déphasage. Donc ça veut dire que je peux ne pas changer les amplitudes des deux ondes qui se rencontrent, mais simplement en changeant leur déphasage, c'est-à-dire le retard de l'une par rapport à l'autre, eh bien j'obtiens un signal total qui est très différent. Et donc on voit que de manière générale, si je prends un déphasage quelconque, eh bien l'amplitude du signal total, ce n'est pas du tout l'amplitude du premier signal plus l'amplitude du deuxième signal. Ni même, ici, l'amplitude d'un signal moins l'amplitude de l'autre. Et même chose, on voit que ici, la phase à l'origine du signal total, elle a l'air très très quelconque par rapport à la phase à l'origine de chacun des deux signaux. Donc en fait, on va démontrer évidemment que l'amplitude du signal total et sa phase à l'origine est liée non seulement aux deux amplitudes des signaux qui se rencontrent, mais également liée à leur déphasage. Alors, donc on pourrait mathématiquement faire cette somme. Donc je pourrais étudier ce que donne un cosinus plus un autre. Donc c'est possible, parce que normalement vous avez vu ce que donnait la somme de deux cosinus en mathématiques. Bon, mais c'est pas très parlant. Et puis surtout, si vous avez 3, 4, 5, 6
signaux qui se rencontrent, ça va devenir très 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 embêtant, très compliqué. Donc il existe une autre méthode, un autre moyen pour étudier le signal total résultant de la superposition de plusieurs ondes. Donc en plus d'utiliser l'ordinateur. Cette méthode supplémentaire, c'est... donc ça c'est un résumé de ce que j'ai dit, donc vraiment très important. L'amplitude du signal total, a priori, ce n'est pas la somme des amplitudes des signaux individuels, et même chose pour la phase à l'origine. Donc cette autre méthode pour déterminer le signal total va utiliser ce qu'on appelle la représentation de Fresnel des grandeurs sinusoïdales. Alors, voilà, donc on voit ici, et vous allez voir la traduction sur GeoGebra. Donc, une grandeur sinusoïdale, on va lui donner une espèce d'avatar, un représentant, qui va être un vecteur de norme constante, et la norme va être l'amplitude de la grandeur sinusoïdale. Et ce vecteur, qui a une norme constante, eh bien, par contre, on va considérer qu'il a un angle par rapport à l'horizontale qui, lui, n'est pas constant, qui va être l'argument du cosinus, c'est-à-dire de manière générale, oméga t plus phi, à l'instant t. Donc l'angle par rapport à l'horizontale, c'est oméga t plus phi. Du coup, ça veut dire que quand... Alors, pardon, je vais commencer le schéma et après on va voir sur GeoGebra. Donc par exemple, imaginons que j'ai un signal S1. Donc s'il ne dépend que du temps, puisque je suis en un point fixe, par exemple, il s'écrit 3 cosinus oméga t plus pi sur 6, par exemple. Et bien donc, en représentation de Fresnel, voilà par exemple S1 à un instant t. Un instant t tel que oméga t plus pi sur 6, eh bien ça soit égal à cet angle-là. Et donc ça veut dire que lorsque le temps augmente, eh bien oméga t augmente régulièrement. Et donc ce vecteur-là, dont la norme est 3, parce que c'est l'amplitude, eh bien sa norme reste constante, mais son angle par rapport à l'horizontale va augmenter. Donc autrement dit, ça veut dire que ce vecteur va tourner sur lui-même. Plus t augmente, plus l'angle augmente, donc ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc finalement, une sinusoïde qui se représente comme une vague en temporel, eh bien en Fresnel, ça va se représenter comme un vecteur tournant. Donc voyons sur GeoGebra ce que ça donne. Donc c'est déjà prêt normalement. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai le vecteur S1 qui correspond au petit signal qui est orange-vert, je ne vois pas trop, et le signal S2, enfin le vecteur S2, pardon, qui correspond au signal bleu. Donc les couleurs normalement sont les mêmes, si je ne me suis pas trompé. Donc déjà, première remarque, on voit bien que S1 a une norme qui est bien inférieure, enfin oui, une taille qui est bien inférieure à S2. C'est logique puisque S1 a une amplitude de 1, donc la norme de S1 est proportionnelle à 1, selon l'échelle que vous choisissez, alors que S2 c'est quasiment 4, donc S2 est quasiment 4 fois plus grand. Alors ensuite on voit qu'à l'instant où on a tracé les vecteurs, eh bien les directions de chacun des vecteurs sont différentes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, a priori S1 et S2 ont des phases à l'origine qui sont différentes. Donc quand on fait oméga t plus phi 1 et oméga t plus phi 2, eh bien les angles vont être a priori différents à cet instant. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque le temps augmente. Alors, je vais le démarrer avant. Hop, voilà. Donc là, vous remarquerez deux petits points qui se déplacent, le point A et A'. Eh bien, en fait, ça représente la valeur des grandeurs, des grandeurs sinusoïdales à l'instant t. Donc là, par exemple, on voit qu'on est à moins 3,9. Alors, on va se mettre à moins 4, par exemple.
si j'y arrive. Voilà, moins 4. Donc on voit que ici, pour le signal orange, pour S1, eh bien, la valeur est négative et très petite, alors que pour le signal S2, la valeur est négative et très grande dans les négatifs. Alors, c'est quoi le lien entre représentation de Fresnel et valeur de la grandeur sinusoïdale à l'instant t? Eh bien, on peut montrer que c'est tout simplement la projection du vecteur de Fresnel sur l'axe horizontal. Alors en fait, ça ne doit pas vous sembler si étranger que ça, puisque vous avez vu en trigo que quand on parle du cercle trigo, donc on a une espèce de vecteur représentatif, et du coup, la partie horizontale, c'est le cosinus de l'angle. Et vu que nos ondes sont décrites par des cosinus, eh bien, c'est logique que si je projette S2 sur la partie horizontale, eh bien, j'aurai le cosinus, donc l'amplitude fois le cosinus, pris pour l'angle à l'instant t, c'est-à-dire oméga t plus phi sur 2. Et donc on voit à nouveau que A' est très négatif, et donc on voit effectivement que la projection horizontale est très négative, alors que pour S1, eh bien c'est un tout petit peu négatif. Et donc on voit que effectivement la projection est un tout petit peu négative. Donc voilà le lien entre les deux. Si j'augmente un tout petit peu t, ben regardez, on voit que ici A devient un tout petit peu positive, et effectivement la projection ici devient un tout petit peu positive. Alors que S est toujours très négative. Donc c'est cohérent. Ensuite, si j'augmente encore le temps, donc on voit que eh bien, les vecteurs tournent. Et puisqu'on a fait l'hypothèse que les deux sources avaient la même fréquence, c'était synchrone, eh bien, les deux vecteurs vont tourner avec la même vitesse angulaire qui se trouve être oméga. Alors que si on avait eu des fréquences différentes, eh bien, il y en aurait un qui irait plus vite que l'autre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il le rattraperait, et à un autre moment, ils seraient en opposition l'un par rapport à l'autre. Et ça, en fait, ça permet de comprendre la notion de battement avec la représentation de Fresnel, puisqu'il y a des moments où ils vont être en phase, et il y a des moments où ils vont être en opposition de phase, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre. Bref, je laisse de côté les battements. Donc, reprenons la représentation de Fresnel. Donc ici, hop, voilà, donc voilà le temps qui augmente, et donc les deux vecteurs qui tournent à la même vitesse, avec ici donc les points qui permettent de comprendre où on en est. Alors attention, parce que là, le temps va dans l'autre sens. J'aurais dû éviter cette option. Voilà, donc ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si on fait pause à un instant, encore une fois, ah tiens, nickel. Là, à cet instant-là, S1 est vers le bas, donc sa projection horizontale, c'est 0, et c'est bien ce qu'on obtient pour le point A. Voilà. Alors, à quoi ça sert cette représentation de Fresnel? Bon, c'est rigolo, ok, ça marche, on voit, il y a bien la correspondance, mais à quoi ça sert pour les interférences? Eh bien, ce qui est très intéressant avec cette représentation, c'est qu'on peut montrer que, eh bien, en représentation de Fresnel, eh bien, le représentant du signal total va tout simplement se construire en faisant la somme vectorielle des vecteurs représentatifs de chaque signal. Donc si je vous indique maintenant S total, essayez de le deviner là pendant les quelques secondes. S2 va comme ça, S1 va comme ça. Faites la somme vectorielle, imaginez, et donc imaginez le vecteur représentatif en Fresnel du signal total. Le voilà. C'est tout simplement S2 plus S1. Donc on arrive là, et du coup la somme des deux, voilà, c'est S3, ou j'aurais dû l'appeler S total. Donc c'est ça qui va être vraiment très pratique avec Fresnel, c'est qu'en fait, la superposition d'ondes, donc de signaux sinusoïdaux temporels, eh bien ça va simplement être de la somme de vecteurs. Et du coup, eh bien, vous ferez votre somme de vecteurs, et puis ensuite vous pourrez faire des mesures de ce qui vous intéresse. Alors qu'est-ce qui peut nous intéresser? Eh bien, pour le signal total, ce qui va nous intéresser, ça va être sa taille, puisqu'on a vu que la taille du vecteur en Fresnel, c'est son amplitude. Donc la taille de S3, ça va me donner l'amplitude du signal total. Et on voit qu'effectivement, l'amplitude, elle est un tout petit peu plus faible que S2, ce qui se vérifie bien ici.
l'amplitude du signal noir, qui est le signal total, est un tout petit peu plus faible. Et puis il va y avoir la phase à l'origine. Alors déjà, ce qui est intéressant ici, c'est que le signal total, il est entre guillemets entre les deux signaux. Donc en temporel, ça se voit effectivement, puisqu'on voit que le signal noir, il est entre le signal orange et le signal bleu. Donc ça veut dire que sa phase à l'origine, a priori, va être entre les deux. Avec ici une phase à l'origine pour le signal total qui devrait être un peu plus proche du signal bleu qui est le signal 2. Alors comment faire pour déterminer exactement cette phase à l'origine, donc qui est la seconde caractéristique du signal total après l'amplitude? Eh bien pour ça, revenons à la théorie un petit peu. Là, ici, j'ai tracé le vecteur représentatif à l'instant t. Mais du coup, si je trace le vecteur représentatif à l'instant t égale 0, donc je le fais sur une autre figure pour pas que ça se superpose trop, eh bien si vous faites t égale à 0, eh bien l'angle par rapport à l'horizontale, ça va être uniquement pi sur 6. Donc on a toujours un vecteur de norme 3, mais ici d'angle pi sur 6. Donc ça, c'est Fresnel à t égale à 0, ou je peux aussi écrire que c'est S1 à l'instant t égale à 0. Donc ça veut dire que si vous tracez Fresnel à t égale à 0, eh bien en fait les angles par rapport à l'horizontale de chaque vecteur, ça va être les phases à l'origine. Donc c'est très intéressant de tracer Fresnel à t égale à 0. Surtout que si on reprend GeoGebra, en fait on voit que quand on fait augmenter le temps, finalement vu que les deux vecteurs et donc le troisième tournent à la même vitesse de rotation, finalement ça ne change rien pour le signal total. Donc on peut faire l'étude quand on veut en fait. Parce que le signal total, il gardera son amplitude au cours du temps. Donc l'idée, c'est, je vais me simplifier la vie, si je trace la représentation de Fresnel à l'instant t égale à 0. Comme ça, chaque vecteur représentatif aura comme angle par rapport à l'horizontale sa phase à l'origine. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si au lieu de tracer juste un vecteur représentatif, je trace les deux, s'il y a deux signaux qui se rencontrent. Par exemple, j'en fais un autre. Donc imaginons que S2 est comme ça. Donc là, c'est S2 à t égale à 0. Et donc là, j'ai la phase à l'origine phi2. Voilà, j'imagine que là, j'en sais rien, je dis que la norme c'est 2,5, je fais n'importe quoi. Eh bien, du coup, le vecteur représentatif de la somme de ces deux ondes, eh bien, je vais faire la somme vectorielle, donc quelque chose comme ça. Et donc le signal total, il va être en gros comme ceci. Signal total à l'instant t égale à 0. Et du coup, vu que c'est à t égale à 0, eh bien l'angle par rapport à l'horizontale, eh bien, c'est la phase à l'origine du signal total. Donc il suffit de la mesurer, et vous avez comme ça tout ce que vous voulez pour le signal total, puisque vous mesurez la taille, la norme, vous avez l'amplitude, vous mesurez l'angle par rapport à l'horizontale, vous avez la phase à l'origine. Donc vous pouvez en déduire ensuite à n'importe quel instant t, eh bien AT cos oméga t plus phi t. Juste en mesurant du coup le résultat de la somme vectorielle des vecteurs représentatifs. Et ça du coup ça marche quel que soit le nombre de sources. Si vous avez trois signaux qui se rajoutent, enfin qui se superposent, un comme ça et un comme ça, eh bien vous faites la somme des trois. Donc d'abord le grand plus le moyen, plus le troisième, hop, eh bien le vecteur total, il va être comme ça. Vous voyez, c'est super simple, super rapide, vous mesurez, voilà l'amplitude du signal total, et par rapport à l'horizontale, voilà sa phase à l'origine. Donc c'est super pratique, Fresnel, pour déterminer les caractéristiques du signal total résultant de la superposition d'ondes lorsqu'on n'a pas, par exemple, d'ordinateur. C'est juste de la construction.
Et alors après, si vous voulez faire des choses parfaitement précises, bah, vous pouvez, au lieu de lire, vous pouvez calculer, en utilisant un peu de trigo, vous pouvez calculer du coup la norme de S total et son angle. Voilà. Alors donc il nous reste ensuite à voir ça dans des cas particuliers, et puis à introduire la notion d'intensité. Parce que pour l'instant, je parle juste de signaux, par exemple la pression pour ce qui est du son, mais je n'ai pas encore parlé d'intensité sonore. On verra ça dans la dernière vidéo.